Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. C'est un secret de Polichinelle. La durée de la transition au Mali a été fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cette décision justement du colonel Assimi Goïta est considérée par certains analystes politiques comme l'expression d'une panique de la part du colonel Assimi Goïta. D'autres par contre voient en cela tout simplement une suite logique de la vision du colonel Assimi Goïta. Il convient également justement de souligner que pour l'heure, la CEDEAO a reporté sa décision aux 3 juillet prochains concernant justement la période de la transition au Mali. Et des interrogations fusent à cet effet. Quels enjeux autour justement de cette durée de transition fixée à 24 mois 24 mois, est-ce un abus de la part des autorités en place, comme le pensent certains observateurs, ou tout simplement cette échéance respecte bel et bien un calendrier bien précis qui visera justement un véritable rassemblement des Maliens, mais aussi une remise du pouvoir aux civils. Un autre sujet, mesdames, messieurs, qui est au cœur de ce programme et qui fait l'objet de multiples interrogations, c'est l'adoption d'une loi par les États-Unis qui vise à surveiller les activités de la Russie en Afrique. Et bien sûr, pour certains observateurs, l'adoption de cette loi est tout simplement l'expression d'une crainte ou alors d'une frayeur de la part des États-Unis. On relève également que concernant cela, au moment où on assiste justement à une recherche accrue d'autres sources d'approvisionnement en gaz, en pétrole, mais également en charbon. Les États-Unis et l'Europe en général pourront-ils riposter face justement à cela? Il convient aussi de souligner, chers téléspectateurs, que la problématique centrale, est-ce que les États-Unis ont les moyens de mettre un terme ou alors de mettre fin à l'influence ou à la présence russe en Afrique? Comment le scénario se présentera-t-il dans les mois à venir, dans un climat de renforcement de la coopération entre Moscou, Alger, mais également Bamako? Comment se peaufine l'application de cette loi? Est-ce un appel clair à la guerre comme le déclarent haut et fort certains observateurs? Mesdames, Messieurs, pour en parler, nous avons des experts de haut vol dans le cadre de ce programme. Monsieur Luc Michel, un habitué de ce programme, c'est un géopoliticien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à votre plateau et bonsoir à Linda sur le Zoom. C'est effectivement un sujet central qui est lié d'ailleurs, puisque vous savez que le Mali, l'Ukraine et la présence en Afrique, en Russie, c'est un seul et même. Ce sont 3 fronts d'une même bataille. Notre invité, justement, vous avez bien fait de présenter Madame Linda Labaoui, spécialiste des questions sécuritaires, mais également analyste politique. Bonsoir, Madame Linda Labaoui. Bonsoir à vous, bonsoir à Monsieur Luc Michel, à toute Afrique Média et tous les Africains. Bonsoir, bonsoir. Justement, merci d'être là, Madame Linda Labaoui. On aura également dans le cadre de ce programme, mais précisément pour la seconde thématique concernant l'adoption justement de cette loi par les États-Unis, nous aurons Monsieur Gamal Abina, autant pour moi, qui est internationaliste, Dr Nyaka Lagoke, qui est historien, chercheur. Nous aurons également Monsieur Achille Eke, qui est expert financier, le président directeur général de Washington Valuation Group. Mais à présent, chers téléspectateurs, nous vous invitons à écouter les explications claires du porte-parole du gouvernement concernant justement cette durée de la transition fixée à 24 mois. On se retrouve juste après. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, pour la lecture d'un décret. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de m'avoir reçu sur votre plateau. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer la teneur du décret numéro 2022-0335/PTRM du 6 juin 2022, fixant la durée de la transition. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021
portant nomination du Premier ministre décrète, article 1er, la durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 6 juin 2022, décret signé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et par le chef du gouvernement, Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Fin de citation. Merci infiniment de votre aisement de l'attention. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les implications de ce décret? Merci infiniment. Je voudrais d'abord indiquer que ce décret a deux grandes significations. D'abord une signification juridique et une signification politique. Sur le plan juridique, je voudrais ici rappeler que la transition dans notre pays a débuté le 25 septembre 2020 pour une période de 18 mois. Donc, cette période s'est achevée le 25 mars 2022. Par conséquent, l'adoption de ce décret fixant la transition pour 24 mois de manière rétroactive, qui commence donc le 26 mars 2022, a tout son sens. Cela relève tout naturellement de la rigueur juridique, proroge donc la transition, il ne s'agit pas d'une nouvelle transition, il s'agit d'une prorogation de la transition, et surtout évite le vide. Un autre élément, en tout cas sur le plan juridique, il est important de préciser que cette prorogation implicite de la transition est prévue dans la charte révisée. Sur le plan politique, je voudrais ici rappeler que la mention aux recommandations des assises nationales de la refondation a tout son sens. Il vous souviendra que les délégués qui ont pris part à ces assises nationales de la transition ont fixé, bien entendu, une période de plancher de 6 mois pour la transition, une période de plafond de 5 ans. En adoptant le décret, le chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, prouve à suffisance sa ferme volonté de défendre les intérêts supérieurs du peuple malien, c'est-à-dire de mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles avant l'organisation des élections. Alors, un autre message, bien entendu, sur le plan politique, je pense qu'ici il s'agit très clairement d'une réponse, vous savez, aux personnes qui accusent injustement les autorités de la transition de vouloir s'éterniser au pouvoir. Connaissez-vous des pouvoirs qui souhaitent s'éterniser et qui décident en toute indépendance et en toute liberté de fixer le début d'une transition antérieurement à la date d'adoption du décret? Personnellement, je n'en connais pas. Je pense que s'il y avait des manœuvres politiciennes, il aurait été plus logique et plus cohérent de fixer les 24 mois à partir du 6 juin 2022, ce qui n'est pas évidemment le cas. Alors, depuis le 26 mars 2022, quelles sont les actions majeures qui ont été réalisées dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles? Merci infiniment. Il est important de rappeler que parmi les 516 recommandations des assises nationales de la refondation, le gouvernement a décidé de choisir les actions les plus urgentes pour revenir rapidement à un ordre constitutionnel. Et parmi ces actions, évidemment, il y a l'adoption d'une nouvelle constitution, il y a la relecture de la loi électorale, ainsi que la relecture d'un ensemble de textes connexes relatifs aux élections. Aujourd'hui, on fait très clairement le constat que le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des assises nationales de la refondation a été créé et le processus de nomination de ses membres est en cours. C'est d'autant plus important, en tout cas le chef de l'État et nos plus hautes autorités y tiennent
pour que justement les engagements pris soient effectivement appliqués. Et dans la même veine, je voudrais ici rappeler qu'il y a juste quelques jours, donc le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le cadre stratégique pour la refondation de l'État, qui participe également dans la même dynamique d'appliquer un certain nombre d'actions urgentes durant cette phase de transition. Également l'adoption du projet de loi électorale par le gouvernement, qui a été transmis au Conseil national de la transition, qui l'examine en ce moment, également est une illustration parfaite, en tout cas, de ces avancées-là. Ce que je voudrais dire, au-delà de ces réformes politiques et institutionnelles, on ne peut pas occulter l'amélioration de la situation sécuritaire grâce à la montée en puissance de nos FAMA, qui est une source de fierté et qui est un fait tangible. Évidemment, sans ces avancées sur le plan sécuritaire, il serait illogique, en tout cas illusoire, de penser que les autres activités peuvent être mises en œuvre. En tout cas, la mise en œuvre serait totalement compromise, voire impossible. Alors, à quand le chronogramme détaillé des élections? Merci, effectivement. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ce chronogramme. Mais à partir du moment où le décret fixant la transition à 24 mois pour compter du 26 mars 2022 a été adopté par nos plus hautes autorités, l'élaboration d'un chronogramme est fort aisée. En tout cas, sa publication est imminente. Nous espérons, en tout cas, nous attendons, Inch'Allah, l'adoption du projet de loi électorale par le Conseil national de transition. Et sans cela, il serait très difficile d'avoir un chronogramme précis. Je prends un exemple très simple, à titre illustratif. Vous savez, dans l'actuelle loi électorale, le délai de convocation du collège électoral est de 60 jours. Ensuite, quand vous regardez un peu le délai entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'est un délai de 15 jours. À la demande de la classe politique, nous avons revu ce délai à la hausse. En tout cas, dans le projet de loi électoral aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est d'avoir 90 jours pour convoquer le collège électoral avant les scrutins et d'observer une période d'un mois entre les deux tours des élections présidentielles. Donc évidemment, vous savez, ces délais ont un impact évidemment sur l'élaboration d'un chronogramme précis. Alors, avec l'adoption du décret que vous venez de lire, Monsieur le ministre, devrait-on craindre un regain de tension avec la CEDEAO? Absolument pas. Je voudrais ici dire que à aucun moment nos plus hautes autorités n'ont jamais eu l'intention d'avoir une quelconque tension avec la CEDEAO ni aucun autre partenaire. Ceci dit, je voudrais ici rappeler l'instruction, en tout cas ferme, de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous a toujours instruit de chercher un compromis entre deux paramètres, les exigences de la CEDEAO d'un côté et de l'autre côté les aspirations du peuple malien qui souhaite mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections. Voilà ce qui a toujours guidé notre action. Je voudrais dire que je pense que l'adoption de ce décret le 6 juin 2022 est une preuve très éloquente de la volonté du dialogue de nos plus hautes autorités. Mais si on ne voulait pas dialoguer avec la CEDEAO, on aurait eu la possibilité d'adopter ce décret depuis le 26 mars 2022. Notre stratégie a consisté essentiellement à mener 3 actions. La première action, vous savez, c'est de procéder à une évaluation du projet de chronogramme. La CEDEAO a été impliquée, et les Nations Unies et bien entendu l'Union africaine. À l'issue de cet exercice, toutes les activités liées aux réformes politiques et institutionnelles ont été jugées pertinentes avec nos partenaires, avec quelques soucis concernant les délais. Mais nous les avons donné toutes les garanties possibles, en tout cas concernant notre ferme intention, notre ferme volonté de pouvoir les réaliser. La deuxième action, c'est de garder, en tout cas d'être permanemment en contact avec le médiateur, avec le comité local de suivi et les chefs d'État de la région pour trouver un terrain d'entente. Et la dernière action, toujours à l'initiative du Mali, c'est de proposer la mise en place d'un comité de suivi et évaluation du projet de chronogramme piloté par le Mali avec la participation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies, par souci de transparence et également gage de notre bonne foi et de notre ferme volonté à tenir les délais. Ceci dit, aujourd'hui, nous avons
procéder à une évaluation de la situation. Et nos plus hautes autorités ont estimé que nous avons atteint un niveau très avancé dans les négociations avec la CEDEAO, ce qui a justement motivé l'adoption de ce décret fixant le délai de transition à 24 mois. Ce n'est pas une surprise, le médiateur a été informé bien avant, le comité local de suivi et tous les chefs d'État de la CEDEAO. Alors, quel est votre message pour terminer cet entretien? Le message, tout d'abord, c'est à l'endroit de nos concitoyens, de nos compatriotes. Vous savez, les sanctions que nous subissons aujourd'hui constituent une peine, une grande souffrance pour nos plus hautes autorités et l'ensemble des responsables de notre pays. Nous ne l'avons jamais souhaité, nous ne l'avons jamais voulu. Malheureusement, on le dit, le caractère illégal, illégitime et inhumaine de ces sanctions nous pousse tous les jours à réitérer notre ferme condamnation. Toutefois, l'espoir est permis. Je voudrais également rappeler que la dernière décision des chefs d'État de reporter les décisions sur le Burkina Faso, sur le Mali et sur la Guinée n'est pas du tout la faute des autorités maliennes, encore moins la responsabilité de nos plus hautes autorités. Et d'ailleurs, le rapport présenté par le médiateur lors de ce sommet va dans le sens de nos autorités, de nos plus hautes autorités, et démontre très clairement tous les efforts que nous avons déployés en vue d'arriver et de trouver un terrain d'entente avec la CEDEAO. Donc je voudrais dire à nos compatriotes que l'espoir est permis. Il ne fait aucun doute que la levée de ces sanctions est imminente. En tout cas, nous le souhaitons très, très rapidement. Juste un dernier message, c'est évidemment de serrer les rangs, de rester soudés autour de notre patrie et un souhait que Dieu bénisse notre pays, le Mali. Merci, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, pour ces précisions. Voilà qui est dit, des précisions ont été apportées justement par le porte-parole du gouvernement malien. Ce décret portant fixation justement de la durée de la transition au Mali à 24 mois a une double signification, une signification politique mais également juridique, et trahit la ferme volonté de rassembler et de défendre les intérêts du peuple malien, sans oublier de mettre un accent sur la rigueur de la transition. Tels sont les propos du porte-parole du gouvernement malien. À présent, Madame Linda Labaoui, je reviens vers vous. Durée de la transition fixée à 24 mois. Effet surprise ou bien? Je ne suis pas surprise, mais c'est un délai qui est suffisant pour se préparer. Il faut se préparer aussi à une chose, c'est qu'il y a des intrus, il y a des traîtres, il y a des, comme le imam terroriste qu'on a vu récemment. Donc il y a des têtes qui vont sortir et nos frères maliens vont se rendre compte que il y a beaucoup de gens qui sont financés par à droite et à gauche par des organismes, comme ce qui s'est passé en Tunisie pendant 10 ans, et actuellement on voit un changement radical et tous ces partis politiques qui existaient, qui sont en train de disparaître, que Monsieur le Président Saïd est en train de nettoyer. Le Mali devra passer par là. Nous aussi en Algérie, nous sommes passés par là quand notre président Boudiaf a été tué. Donc il y a eu une transition qui a duré aussi à peu près 3 ans, mais ça nous a permis de nettoyer. Donc 2 ans c'est suffisant, mais au moins ce que je peux dire, ce qui est très important, au moins l'État malien actuellement a donné une image d'un État qui a envie de revenir à une constitution et de revenir dans un processus normal. C'est-à-dire que par rapport à l'Union africaine ou les Nations Unies, il se passe quoi que ce soit, il y a un calendrier qui est clair, et il y a une décision qui est claire, et puis il y a une feuille de route qui est là pour rétablir les choses. Et tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ça a été fait à la demande du peuple malien. Par rapport à d'autres pays, ce n'était pas un coup d'État, c'était un peuple qui souffrait, un peuple où la majorité de ceux qui étaient dans le nord ont été déplacés. Il y a eu
quelques massacres de terroristes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Mali. Donc le peuple, on a eu marre de tout ça. Il a fait appel, c'était un appel au secours à son armée et l'armée a répondu. Et cette armée qui essaye de rétablir les choses au Mali est claire vis-à-vis de l'opinion internationale et elle est tout claire aussi vis-à-vis de l'opinion malienne. Nous avons entendu vos cris, nous avons rétabli les choses, voilà notre feuille de route et il y a une aide bien sûr qui va se passer de la part du peuple malien. Forcément, ils vont aider les gens comme le CNT, comme tous ces organismes-là, forcément, ils vont aider les gens qui sont au pouvoir à aller jusqu'au bout des choses, et c'est ce qu'on leur souhaite. Dalabaoui, je reste avec vous. Pour le bloc régional a décidé justement de reporter au 3 juillet prochain sa décision sur la période de transition au Mali. Si la CEDEAO rejette cette durée de 24 mois, à quoi s'attendre? Écoutez, là, on parle de l'avenir du Mali. On ne parle pas de l'avenir de la CEDEAO. Les Maliens savent mieux que tout le monde ce qui se passe chez eux et qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé dans mon propre pays où en 94, ça a commencé à s'allumer. On nous a mis sous sanctions. Et ces sanctions, au lieu de calmer, eh ben, ça nous a mené à 10 ans de guerre civile. Donc aujourd'hui, c'est aux Maliens de décider ce qui est bien pour eux. Personne n'est là-bas pour en parler. Moi, je suis pas là-bas pour en parler. Moi, je suis là pour les encourager vers un avenir meilleur. Et à tous les Africains de les soutenir pour aller vers un avenir meilleur, se débarrasser d'un colon et se débarrasser des terroristes. C'est ça le but. Donc la CEDEAO, qui elle-même, quand on voit ce qui se passe, quand on voit monsieur Macky Sall qui va plaider la cause africaine pour avoir un peu de blé, eh ben nos amis les Maliens, ils n'ont pas besoin qu'on plaide leur cause parce qu'ils ont eu déjà leur blé. Si la CEDEAO n'a pas compris que le Mali est soutenu par d'autres pays qui, eux, ont les moyens de répondre, comme l'Algérie ou comme la Mauritanie, ou même la Tunisie. La Tunisie a ouvert son espace aérien aux Maliens pour recevoir du matériel militaire. Donc, si la CEDEAO n'a pas compris ça, eh ben qu'elle comprenne rien. C'est la CEDEAO elle est en dehors de l'histoire. Des dettes accumulées, on produit rien du tout, un manque de tous les produits nécessaires pour la survie des êtres humains, ils sont en manque dans les pays de la CEDEAO. Je pense, moi, il y a des gens qui publient des choses. Je suis ce qui se passe au Mali. Le Mali arrive quand même à tenir des prix corrects par rapport à toute la zone de la CEDEAO. Donc si la CEDEAO veut rétablir les choses, veut se débarrasser de ce terrorisme qui est en train de ronger l'Afrique, eh ben qu'ils acceptent que que les Maliens décident de leur sort. C'est les Maliens qui ont souffert, c'est les Maliens qui ont perdu des proches, c'est les Maliens qui ont vu leur pays se diviser en deux. Ce n'est pas nous. Donc à nous d'essayer de les aider encore une fois, vers un avenir meilleur et vers le rétablissement des choses. Si le Mali tombe, tout ce qui est Sahel tombera. Eh ben, ils ne peuvent que comprendre ça. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un monde multipolaire, d'avoir d'autres partenaires, eh ben, qu'on se range derrière tout ça. Il n'y avait pas plus vassal que les pays du Golfe. Les pays du Golfe ont tout compris du jour au lendemain. Dès que ça a éclaté en Ukraine, ils ont compris qu'il y avait une autre force qui pouvait les aider à sortir de l'hégémonie américaine occidentale. Donc les pays de la CEDEAO, s'ils veulent sortir de l'euro, du franc CFA, s'ils veulent sortir de cette influence occidentale, c'est maintenant ou jamais. Le Mali ou les Maliens ont décidé, eh ben on ne peut que les soutenir. C'est tout. La CEDEAO ne peut pas. On parle de démocratie et on veut décider à la place des autres. Ce n'est pas possible. Donc, ou on est démocrate ou on ne l'est pas. Nous avons un gouvernement de transition qui lui parle d'un processus et d'une feuille de route pour arriver à un vote et rétablir la démocratie dans le pays, eh ben, on ne peut que bénir tout ça.
La CEDEAO n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Elle a même pas les moyens de nourrir ses propres peuples. Donc, ils comprennent une fois pour toutes que ça risque d'exploser. Et si ça explose, c'est tout le monde qui va en baver. Tout le monde. Il n'y a pas un qui va s'en sortir. C'est ça la réalité. Intervention, Monsieur Louis Michel. Pour certains analystes politiques, ce décret du colonel Assimi Goïta trahit tout simplement une panique de sa part. D'autres, par contre, voient en cela une suite logique de la vision du colonel Assimi Goïta. Alors, quelle est votre grille de lecture par rapport à ce La décret? désinformation et la propagande des Occidentaux sur le Mali, la Russie en Afrique et l'Ukraine devient ridicule. Après Poutine qui sera en train de paniquer, voici Assimi Goïta qui sera en train de paniquer. Tous les jours sur l'Ukraine, on a droit à ces fausses informations. L'armée russe sera en train de perdre la guerre du Donbass alors qu'elle s'est emparée de 20% du Donbass et qu'elle a fait de la mer Noire et de la mer d'Azov deux lacs russes. Poutine serait victime d'un cancer, d'un assassinat. Il y a même les journaux français qui ont expliqué qu'il était mort et que c'est un sosie. Voilà maintenant le tour d'Assimi Goïta. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CEDEAO, avec derrière elle ses maîtres occidentaux, a échoué. La Réunion n'a pas réussi à imposer ses volontés au Mali. C'est le Mali qui émet des horloges, qui va faire sa transition comme il le souhaite et pas comme les Occidentaux le souhaiteraient, et qui va, comme Linda vous l'a dit, nettoyer le Mali. On est notamment en train d'implanter dans tout le Mali des comités révolutionnaires sur le modèle de Cuba et de la Libye de Kadhafi pour piloter la révolution. Donc il n'y a pas du tout de panique d'Assimi Goïta. Il y a au contraire un homme qui est maître du destin de son pays et l'échec des plans occidentaux. C'est la même chose qui se passe un peu partout avec les Occidentaux. Pour le moment, leurs plans sont en train de s'écrouler partout. Luc Michel, je reste avec vous. Le diplomate Abdoulaye Diop a relevé l'impact négatif des sanctions de la CEDEAO sur la population malienne et surtout la nécessité de pouvoir les lever rapidement pour pouvoir renforcer le processus de transition au Mali, renforcer également le cadre économique régional qui souffre de cette situation, sans oublier le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. Ne faut-il pas aujourd'hui, M. Luc Michel, opter plutôt pour un compromis définitif entre le Mali et la CEDEAO? Mais le problème, c'est que les Occidentaux qui sont les maîtres d'œuvre des embargos au Mali, comme ils sont le maître des embargos contre la Russie, ne veulent pas de cette pacification. Le but des embargos, c'est une stratégie qui a été mise au point il y a 40 ans, dans la dernière décennie de la guerre froide, par Ronald Reagan et Madeleine Albright. Le but des embargos, c'est de punir les populations civiles et en même temps de creuser un fossé entre celles-ci pour les soulever contre leurs dirigeants. Il n'est pas question donc pour les Occidentaux d'assouplir les sanctions, même si celles-ci évidemment précipitent des régions entières dans le malheur. C'est le cas de la CEDEAO. On notera que les principaux opposants aux sanctions, c'est le Sénégal, le Togo et la Guinée-Conakry qui sont les voisins du Mali. C'est la même chose évidemment. Les principales victimes des sanctions contre l'Ukraine, ce sont les pays de l'Union européenne. On assistera en ce moment, c'est que de plus en plus les pays sanctionnés, c'est le cas de la Russie et c'est le cas de l'Iran. Et l'Iran et le Mali devra évidemment se mettre de ce côté-là. Ils refusent de plus en plus les sanctions et ils contre-attaquent. Il y a des contre-sanctions et des mesures de rétorsion russes et iraniennes très dures contre les Occidentaux. En particulier parce que c'est lié, on a saisi en Grèce un pétrolier avec du pétrole iranien et les Iraniens ont saisi 2 pétroliers grecs dans les eaux territoriales du golfe d'Aden. Voilà pourquoi ces gens ne se laisseront plus faire. C'est la fin de la grande politique des sanctions occidentales
et de la terreur qu'elles imposaient au peuple. Maintenant, il ne faut pas attendre ces gens qui sont des criminels de soulager les populations qu'ils prétendent punir. Merci, Monsieur Luc Bichet, pour cette intervention concernant le décret fixant la durée de la transition à 24 mois.